Lors du débat, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur la chaîne 3, c'est le magazine du soir, le 18-20, on est le lundi 8 avril 2019. Aujourd'hui, on va débattre d'une actualité également brûlante. Information, désinformation, info, intox. Nous sommes submergés par les fake news, notamment sur les réseaux sociaux. C'est d'autant plus le cas qu'il y a un manque de communication institutionnelle et ça laisse la part belle à la rumeur. Pour en parler et en débattre, on a dans le studio Belkacem Hassan Jabla, professeur associé à l'école de journalisme. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nous avons avec nous également Amokran Mohamed Shrif, auteur et expert en communication. J'ai bien prononcé votre nom cette fois-ci. Et pour mener, co-animer avec moi le débat, Nahla Bekralas du service politique. Bonsoir madame. Bonsoir Najib, il faut préciser que le thème a été choisi et qui colle à l'actualité, à savoir la crise politique, vu que ces fake news et cette désinformation intervient en cette période. Alors, il suffit aujourd'hui de se brancher ou de se connecter sur les réseaux sociaux pour avoir par jour une dizaine, une centaine parfois de fake news, d'intox. Alors, est-ce un fait délibéré de la part de certaines parties ou c'est juste des gamins qui s'amusent derrière leur ordinateur? Belkacem Hassan Jabla. Bon, c'est vrai que la masse est tellement énorme d'informations qui circulent à travers ce qu'on appelle communément les réseaux sociaux, parce que dans les réseaux sociaux il y a aussi bien des sites que des blogs, que les communications personnalisées individuelles, par le biais de Facebook, Twitter, etc. Donc c'est toute cette énorme masse qui existait déjà il y a quelque temps, qui montait en cadence et qui a explosé en quelque sorte ces derniers temps. C'est-à-dire l'espace était déjà libéré. Mais là, c'est que même l'expression était plus ou moins libérée, elle aussi. Mais là, elle s'est développée de façon extraordinaire. Et ça, c'est toujours dans les moments je dis pas les moments de changement, de bouleversement, de mouvement, de tension politique, de tension politique. Osons le terme, révolution. Quand on dit révolution au sens noble du terme. Donc vous voyez que ça totalement, on peut même faire le parallèle avec les années 88, 90, vous savez, mais sur un autre registre, au niveau de la presse. C'est les rumeurs de rue. Oui. Alors là, ce qui est, non, c'est qu'encore. C'est vrai, il y avait la rumeur de rue, comme vous disiez, c'était le café de commerce, c'était le bouche à oreille, c'était, excusez le terme, le téléphone arabe, comme on disait, c'est pas... Donc, à l'époque, et donc la rumeur, la propagande aussi, parce qu'en fin de compte, tout est lié un petit peu à la propagande. D'où ma question, j'aimerais bien avoir une réponse. Alors, selon vous, c'est le fait de certaines parties qui essaient, je termine ma question, qui essayent d'orienter l'opinion, ou c'est juste... des gamins derrière leur PC qui s'amusent à balancer des informations erronées. Ce n'est pas un chahut de gamins. Donc il y a peut-être une partie qui est effectivement préméditée, qui est travaillée, qui est produite par des partis IES qui se trouvent aussi bien chez nous qu'à l'extérieur. Ça, c'est indéniable. On a des preuves? Il y a des preuves, il y a beaucoup de réflexions, d'études, d'analyses. Des suspicions, il y a des gens même qui vous avancent. J'ai lu dernièrement toute une étude de quelqu'un qui est assez connu au niveau la le mustawa, comme on dit, mais qui vraiment, en lisant ça, on a froid au dos, on se dit tout est... Il y a eu d'ailleurs une rumeur en disant qu'il y avait une boîte serre, beaucoup de choses comme ça qui organise. Bon, c'est vrai, il y a une partie qui est... mais une bonne partie, enfin c'est mon opinion personnelle, c'est la spontanéité des masses, vous savez, qui s'exprime
qui s'exprime peut-être de mauvaise façon. Exprimez-vous face au micro. De mauvaise manière, mais très très librement, de façon anarchique, mais qui est là. On notera aussi, professeur Hassan Jaballah et monsieur Amran Shrif, que l'information aujourd'hui qui est sur les réseaux sociaux, elle a le mérite d'être bien écrite. On se perdrait même à dire ou à comparer avec une information ou une dépêche réelle d'un site officiel ou d'un journal officiel. Est-ce que d'après vous, aujourd'hui, ces informations et ces fake news qui interviennent dans un contexte particulier servent l'opinion publique? Vous vous adressez à moi ou oui, à vous deux. Alors, si vous permettez, je vais rapidement répondre à la même question qui a été posée à monsieur Hassan Jaballah. Bon, je le rejoins sur le fait que il y a de tout en matière de rumeurs, en matière de fake news qui circulent. Parfois, c'est le fait d'individus qui veulent juste, qui sont accros à la dopamine, en fait, parce qu'il faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, généralement, il y a cette envie d'avoir des partages, d'avoir des j'aime, d'avoir de buzzer. Des réactions. Faire le buzz. Donc, quelque part, il y a toujours une volonté d'occuper un terrain qui est vide. Et comme vous l'avez souligné dans votre introduction, il y a un manque de communication chez les institutions. Aujourd'hui, nous sommes en pleine crise qui va décider de l'avenir de l'Algérie. Donc quand vous avez une institution comme l'institution militaire par exemple qui communique une fois par semaine en moyenne de manière officielle, ça veut dire que durant toute la semaine, les gens vont rester dans leur inquiétude. Ils ont beaucoup de questions auxquelles ils n'ont pas de réponse, donc forcément ce vide sera rempli. Il y a aussi l'impossibilité pour le journaliste de vérifier l'information. Exact. Donc il y a un vide. Aujourd'hui, je pense, si je peux me permettre d'aller justement vers la solution en matière de communication, je pense que l'institution militaire doit être dans une posture de dialogue et de réponse à un besoin. Il y a un besoin en matière d'information qu'il faut satisfaire. Si ce besoin n'est pas satisfait, il y a d'autres parties qui vont entrer en jeu. Mais est-ce que ça ne serait pas le danger de venir répondre à chaque rumeur? Il y a aussi ce danger-là où il y a des rumeurs 10 fois par jour. Est-ce que à ce moment-là, l'institution militaire justement pour empêcher les fake news et les rumeurs? Voilà. Je ne dis pas qu'il faut répondre à toutes les rumeurs de manière systématique. Mais si l'origine du problème, c'est le stress dans lequel les Algériens vivent aujourd'hui. S'il y a une information crédible et suffisante pour le peuple algérien, ça veut dire qu'il n'y aura plus beaucoup d'espace pour les rumeurs. Maintenant, pour revenir sur la question que vous m'avez adressée, par rapport à la qualité des messages qui sont diffusés, évidemment, une rumeur, elle doit être crédible. Le besoin d'information en matière de marketing, il s'agit en fait de satisfaire un public qui a des besoins, des désirs, des attentes bien précises. Alors, ce qui fait la réussite de la rumeur, justement, c'est sa capacité à s'adapter aux besoins, à comprendre le... Wishful thinking? Oui, je pense. Et puis, en matière toujours en matière de qualité de la rumeur, elle a cette capacité de muter. Si quelqu'un me raconte une rumeur, elle peut être formulée dans un cadre bien précis. Voilà. Après, moi, connaissant que telle ou telle personne a des tendances idéologiques, par exemple, ou psychologiques, je vais la modifier pour qu'elle lui corresponde exactement. Et c'est pour ça que la rumeur prend beaucoup de force. À la carte, à la demande. Exact. C'est un distributeur de café. C'est ce qui fait sa force. Et plus on laisse le champ vide en matière d'information, et plus les rumeurs, évidemment, elles vont occuper ce terrain-là. Effectivement, il a raison, parce qu'en fin de compte, la rumeur en elle-même, c'est quelque chose de vrai, quelque part, pas en totalité, mais qui est enrobé de choses qui sont fausses. Mais il y a quelque part
une part de vérité, quel que soit l'objectif ou la. Donc c'est ça, enfin la définition, enfin que je crois aujourd'hui, aujourd'hui, professeur et Monsieur Amoklan, l'information, les fake news, la désinformation, investit aussi des médias lourds. On a vu de la désinformation à travers les médias lourds qui répercutent pratiquement les rumeurs des réseaux sociaux. Comment aujourd'hui l'expliquer et est-ce que c'est de la propagande là? Bon, pour moi, c'est très facile à expliquer. En ce sens, quand on parle tout particulièrement de notre paysage audiovisuel. Quand je dis le paysage audiovisuel des télévisions offshore, que j'appelle les télévisions algéro-étrangères ou étrangement algériennes. Ça, pour moi, c'est depuis leur création, c'est comme ça. J'ai une idée fixe. Donc, on a construit un paysage audiovisuel totalement qui se trouve totalement en dehors, sur le plan réglementaire en tout cas. Il n'y a aucune qui soit nationale. C'est des télévisions de droit étranger. Qui sont soit enregistrées à Amman en Jordanie, soit à Londres. Elles sont en train de travailler, elles ont travaillé dans un truc où aucune réglementation n'existe, aucune. C'est des bureaux accrédités. La preuve, c'est que c'est comme Ngolo, c'est des bureaux accrédités. La preuve, le dernier communiqué, le tout dernier. Je sais pas si c'est le seul, je crois. Le tout dernier est à celui de la RAV, de l'agence audiovisuelle. Il se plaignait, etc., qu'il n'y ait aucune réglementation particulière, etc. Donc ils étaient là. Ça fait 2 ans, depuis 2014. Ils sont là à attendre qu'un texte leur tombe du ciel. Bon. Je leur en veux pas, ça c'est le système qui veut ça. C'est le contexte. C'est le système qui veut ça, parce que c'est un système. C'est un système qui a fabriqué, parce que les choses, c'est 60 télévisions ou là une soixantaine de télévisions, de chaînes de télévision qui ont pignon sur rue et qui ont été acceptées malgré leur non accréditation, même à l'époque, qui étaient invitées aux dépens parfois des chaînes publiques, qui étaient invités aux conférences de presse, etc. Donc il y avait quelque chose. Il y avait une volonté. Est-ce que la publicité joue justement un rôle dans l'alimentation de ce genre d'informations? Dans ce magma il y a une concurrence féroce sur le plan commercial, etc. Puis il y a l'aspect aussi peut-être des manipulations politiques, économiques, financières, idéologiques. etc. Bien sûr, et idéologiques. On a vu, il y a certaines chaînes qui ont défendu des thèses complètement farfelues, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Quand vous voyez une chaîne faire de la raqiya en direct, faut vraiment, je sais pas où est-ce qu'on se trouve. Donc, vous voyez, donc c'est idéologique parce que ça forme et ça déforme. Voilà. Donc, alors sans parler, les rumeurs, parce qu'il y a une concurrence. Donc, chacun veut être le premier, etc. Et donc, et comme il y a un problème, on en a parlé, je sais pas, il y avait le problème de formation, de personnel. Je ne critique pas les personnels journalistiques, les animateurs, etc. Mais vous savez, quand vous avez 60 vous prenez du n'importe qui ne peut faire que du n'importe quoi. Si vous voulez, moi je voudrais revenir en compagnie de Khala sur la journée du 1er et de 2 avril. Là, on a, je pense, avait atteint le summum de l'intox. On a vu même un faux communiqué de la présidence de la République, avec le cachet de la présidence de la République, un démenti du ministère de la Défense, un autre communiqué paru de nulle part. On avait atteint, il me semble, lors de ces 48 heures, 1er avril et 2 avril, et c'était pas un poisson d'avril, le summum de l'intox et de la désinformation. On était carrément dans le faux et usage de faux. Aussi. Oui. Vous pouvez m'appeler. Du mal avec maintenant. Vous pouvez m'appeler Chérif pour simplifier. Concernant les journées du 1er et du 2 avril. Alors, c'est normal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le facteur stress est très important. Et lorsque les enjeux sont énormes, parce que décidément, c'est à ce moment-là que les choses se sont décidées. Je pense que juste après, il y a eu l'annonce de la démission de l'ancien président. Donc, vu les enjeux, il était normal qu'il y ait plus de rumeurs. Et cette fois, ce n'était pas
essentiellement des rumeurs qui venaient des jeunes, je pense. Je pense que c'était des rumeurs. Fabriquer un communiqué, voilà. C'est. Voilà, donc c'était des rumeurs orchestrées pour justement influencer le cours des choses et faire basculer la balance selon les intérêts de chacun. Donc, démentir la rumeur quand elle est aussi importante et quand l'enjeu est important quand ça porte le cachet de la présidence de la République, oui. Est-ce qu'il est important de démentir? Est-ce qu'il faut faire le distinguo entre démentir une information ou telle information? Mais tout à l'heure, Moukhala avait parlé de la communication institutionnelle. Effectivement, c'est lié un petit peu à l'organisation de la communication institutionnelle dans notre pays. Vous savez, la communication institutionnelle, depuis des lustres, depuis peut-être des décennies, elle n'a jamais été organisée, formalisée. C'est des communiqués qu'on envoyait, des fax. Il y a eu peut-être quelques périodes où c'était plus ou moins, et encore, c'était parce qu'il y avait la pression des événements, comme la décennie rouge, où il y avait même l'État était obligé de travailler d'une certaine manière parce qu'il y avait des dangers externes. Donc il y avait une sorte de solidarité partagée. Mais globalement, donc ce qui se passe, c'est quand il y a des tensions ou des problèmes c'est pas que qu'on se perde. Que ceux qui décident, les décideurs au niveau du système, se perdent, ne savent pas quoi faire. Non, ils savent quoi, parce qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent faire. Et donc, c'est manipulé. Bien sûr, il y a... C'est un affrontement entre divers courants. Voilà, donc c'est des affrontements entre divers courants. Donc chacun y va de sa déclaration, de son communiqué, de son index, et c'est un peu... Il y a une impasse. Il y a eu, faut dire, premier il y avait une impasse politique. Il y avait une impasse politique et certains ne savaient même pas quoi faire pour sortir de cette impasse. Donc on utilise tous les moyens, dont l'information, enfin je veux dire les communiqués, la désinformation plutôt. Voilà. Donc on utilise tout ça sans parfois, vous savez, quand il y a des moments de crise, même c'est peut-être je sais pas, c'est même le producteur d'information. Il oriente. Il perd les pédales. Il perd les pédales. Il croit bien faire, mais alors qu'il tape à côté. Non, ça, je dis en toute connaissance. La notion d'objectivité. Voilà, ils sont mal conseillés. D'exactitude. Ne parlons pas d'objectivité. D'exactitude. C'est-à-dire les faits tels qu'ils sont. Le type, il commence à utiliser un petit peu toutes les formes de la communication pour induire en erreur, pour créer des problèmes, et de grosses erreurs sont commises. Après, pour rattraper, c'est dur, surtout auprès du public. L'absence de communication institutionnelle, mais est-ce que l'institution sait faire en communication? Justement. C'est-à-dire, entre l'absence et savoir faire et ne pas le faire, il y a une différence. Exact. En fait, moi, ce que je dis toujours par rapport à la communication de crise, c'est que si vous ne savez pas communiquer en temps de calme, en temps de paix, vous ne saurez pas communiquer en temps de crise. Pourquoi? Parce que il y a l'aspect compétence. Si vous communiquez à longueur d'année, vous allez structurer votre direction, votre service de communication. Vous allez avoir des mécanismes. Vous allez avoir une culture qui va être construite autour de cette communication. Mais si durant toute votre vie politique ou de vie de gestion, vous n'avez jamais essayé de communiquer de manière efficace parce que vous avez toujours eu la possibilité de gérer autrement vos affaires. Donc le jour où vous serez obligé de communiquer, ce n'est pas évident de bien communiquer, surtout en temps de crise. En temps de crise, il y a deux aspects importants. Le premier, c'est que la demande de l'information augmente. Elle est multipliée par 10, par 20, par 30, tout dépend des situations. Donc, comment les satisfaire, ne serait-ce que sur le plan logistique, comment parler à tout le monde, comment déterminer les messages, etc. Donc, sur le plan pratique, c'est très difficile. Et puis, il y a le facteur stress. Le facteur stress est très important en situation de crise et le stress fait faire des choses vraiment absurdes. Donc, c'est pour ça qu'en matière de communication de crise, l'anticipation est primordiale. Alors,
vous le dites si bien, en temps de crise, il y a cette boulimie d'information. Et lorsque c'est plat, est-ce que ça n'amène pas les gens à essayer de créer l'information? Vous savez, on est tous devenus accros à Agile, le bon dos, voilà, urgent. Est-ce que lorsqu'il y a un plat entre deux moments de tension, les gens n'essaient pas carrément de créer l'information? Mais il y a toujours eu un plat. C'est-à-dire parce que non, je veux dire entre deux informations urgentes. La communication institutionnelle. Je parle pas de la communication, je parle de la crise par laquelle on est passé, avec des pics de tension. C'est lié parce que la communication constitutionnelle, en général, elle est produite par des décideurs, par le système politique, le système administratif, etc. Or, la communication institutionnelle en Algérie n'a jamais été prise en considération. On en a beaucoup parlé, on a fait pas mal de conférences, pas mal de rencontres avec les journalistes, avec les chargés de communication, etc., des ministères, des entreprises, bon, des cours, des trucs, mais l'appareil d'État, ou les appareils d'État, n'ont jamais pris. Pourquoi? Parce que à leur service, il y avait des instruments dont ils usaient et abusaient. Pourquoi faire de la communication institutionnelle, avoir des services d'information, alors que j'ai la télévision à ma disposition, j'ai la radio à ma disposition, j'ai des quotidiens à ma disposition? Ça ne sert à rien. Donc, même si ça existait, mais c'était on avait les organes du secteur public, il faut le dire, qui étaient là jusqu'au, vous savez, c'est jusqu'en 90. Après, il y a eu l'ouverture du pays. Mais même là, les mauvaises habitudes, c'est difficile à s'en défaire. Et c'est revenu. Professeur, est-ce que le fait que les médias publics aient failli dans leur mission d'informer... Non, ils n'ont pas failli. Parce que là, ils ont été utilisés comme un canal... Non, ils ont été utilisés comme un canal officiel. Non, ils ont été... Oui, c'est pas leur mission principale. C'est pas leur mission principale. Leur principale, c'est de pratiquer l'information, disons, de service public. Des outils de propagande. C'est d'intérêt général, au service du citoyen. Et d'ailleurs, les cahiers de charges de ces entreprises, que ce soit la PS, si on les lit, même les anciennes, il y a cette notion de service public, d'intérêt général. Mais dans la pratique, ce sont des moyens qui sont au service des gouvernants. Le drame, c'est des gouvernants de l'heure. C'est-à-dire, et là le drame, c'est que ça change en fonction du gouvernant. Mais je parle de l'instant présent, c'est-à-dire en ce moment de crise. Il y a eu une rupture de confiance. Les gens ne faisaient plus confiance à tel ou tel média. Le média public a été taxé pour être un canal de l'officiel, et les médias privés en doutaient toujours de leur information. Donc la question que je pose, est-ce que les médias publics ont failli et ont contribué à ce que l'intox et la désinformation aujourd'hui prennent le dessus? Oui, je pense que la responsabilité est partagée par tous les médias en Algérie. Privé et public. Privé et public. Pour une raison simple. Juste une parenthèse, personne n'a couvert le 22, hein. Public comme privé. Oui. Si on parle de médias audiovisuels, surtout. Les manifestations, oui. Voilà. Personne n'a couvert. Oui. Jusqu'à la fin, vers 19h, 20h. Oui. On s'y attendait pas. Parce que non, je pense que il y avait un fonctionnement auquel ces médias étaient habitués, et ils ont continué dans la même logique. Ils n'ont pas compris à temps que les choses étaient en train de changer. Ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas pris le virage qu'il fallait prendre. Ça leur a fait énormément de mal en matière d'image. Certains ont essayé de se rattraper un petit peu, mais ce qui est fait est fait. Aujourd'hui, et ça complique la donne. Pourquoi? Parce que vous avez des institutions de l'État qui ne communiquent pas, et qui communiquent rarement, et qui ne communiquent pas bien. Ou mal. Voilà. Vous avez des médias qui n'ont pas la crédibilité qu'il faut pour faire passer leurs informations. Et vous avez, de l'autre côté, vous avez un public assoiffé d'informations. La conjoncture l'y oblige, évidemment. Vous avez des réseaux sociaux qui ont pris beaucoup de place dans la vie des Algériens, surtout en ce moment. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que la journée du 11 mars a été très intéressante.
la fameuse lettre de l'ancien président. Durant cette soirée-là, celle du 11 mars, j'ai un petit peu observé la réaction des gens. En début de soirée, il y avait des gens qui étaient contents. En début de et ça a changé. Voilà, et ça a changé. Comment ça a changé? Ils ont été influencés, d'après vous. Exactement. Influencés comment? Par les leaders d'opinion qui occupent la scène. Sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et il suffit de voir. Moi, tout à l'heure, j'ai pris un des faiseurs d'opinion à titre d'exemple, enfin je vais pas le citer, et j'ai examiné le nombre de vues sur ces vidéos sur YouTube avant la période actuelle, durant l'été passé par exemple, ou durant avant la fin de l'année 2018, et en comparant le nombre de vues par rapport à la période actuelle, le résultat c'est multiplié par 20 ou par 30. Le nombre de vues. Voilà, donc, et puis, ces influenceurs-là, ils ont une force, c'est qu'ils réagissent très rapidement. Dans les 30 minutes, dans l'heure qui suit l'événement, Moi, j'ai une question assez précise. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans l'ère du citoyen journaliste avec toutes les dérives possibles? On voit aujourd'hui les lives, les photos, les vidéos, et les gens s'informent, pas exclusivement, mais beaucoup, au travers des réseaux sociaux. Cette ère-là du citoyen journaliste, du citoyen reporter qui de sa fenêtre filme la manifestation ou alors qu'il est à l'intérieur, avec toutes les dérives possibles, puisqu'il donne une information non sourcée, parfois approximative, parfois orienté parce qu'il rentre dans ce que je disais tout à l'heure, le wishful thinking. Il voudrait que ça soit comme ça, donc il le décrit comme ça. Non, c'est déjà, on est rentré dans l'ère où le citoyen est devenu journaliste aussi. Depuis déjà un peu plus d'une décennie, ça a commencé ailleurs, mais chez nous ça a vraiment maintenant, parce qu'il a fallu en quelque sorte un événement ou des événements qui préparaient le grand événement. Voilà. Parce qu'il faut pas oublier que cet événement, tout à l'heure on parlait d'organiser, spontanéité, mais il a été précédé de beaucoup d'autres petits événements. Vous savez, par exemple, les gens maintenant on commence à en parler parce qu'il y a eu un problème de recherche à faire, etc. Les stades, ça a commencé déjà il y a 4-5 ans. Et les chansons, si vous faites une analyse, et il y en a qui commencent à le faire, une analyse de tout ce qui est dit et chanté dans les stades, à travers vous allez découvrir des choses, que les choses se préparaient au niveau du citoyen lui-même. Par la suite, maintenant, si on revient avec le citoyen journaliste, moi c'est formidable, le citoyen, le citoyen journaliste, mais je préfère le journaliste citoyen. Pourquoi? Parce qu'il nous manquera toujours. Et c'est pour ça que les efforts qui sont demandés aux journalistes en exercice on doit leur demander beaucoup plus. Ils doivent faire beaucoup plus d'efforts, etc., en matière de collecte, de traitement, d'éthique, de déontologie, d'exactitude de l'information, etc. Et aussi en matière de respect. De l'éthique, de la déontologie, mais de respect pour les gens, même d'ailleurs ça concerne même le privé, de respect des concepts de service public, d'intérêt général, ça au niveau du journaliste citoyen. Maintenant le citoyen journaliste, mon Dieu, vous savez, avant on avait les cafés morts. Café Haddock. Vous savez, on allait les vendredis, on faisait le monde. Mais bien sûr. Donc maintenant, ça va beaucoup plus vite. C'est l'instantanéité, c'est la haine. Et vous avez tout et n'importe quoi. Du vrai, du faux, qui se mélange, c'est dangereux. Sur cette question, à Moukran Mohamed Cherif. J'y suis arrivé, non. Avant la fin de l'émission, je le dirai d'entrée. Voilà. Je continue sur le même sujet. Question. En fait, oui, nous sommes dans l'ère du journaliste citoyen et du citoyen journaliste. Et justement, ça présente un énorme défi pour les journalistes, pour les professionnels journalistes. Ils doivent se poser la question suivante, c'est quelle est ma valeur ajoutée? Puisque l'information, aujourd'hui, elle peut être produite par n'importe qui.
Donc, il faut quand même que la presse traditionnelle, entre guillemets, puisse s'adapter à cette situation. Aujourd'hui, il y a des réflexions par rapport à la question, parce que ce n'est pas un problème limité à l'Algérie ou aux pays arabes ou même aux pays du tiers-monde. C'est une problématique universelle. Et moi, j'aime bien une réflexion qui a été produite aux États-Unis par rapport au rôle du journaliste à l'ère du digital. Et elle dit que le journaliste aujourd'hui, c'est le journaliste de l'intelligence. Je m'explique. L'intelligence dans le sens où l'information, quand elle est présentée sur le web, elle doit être reliée avec différentes autres informations, les fameux hyperliens. Si nous jetons un regard rapide sur la presse algérienne, les hyperliens sont absents, complètement absents. Rares. Voilà, ou rares. Voilà. C'est vrai. Donc, l'intelligence du journaliste, elle doit être de justement contextualiser voilà, l'info. exactement, la contextualiser du point de vue technologique. C'est-à-dire, il ne suffit pas de présenter juste une information brute, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire ça, mais il s'agit de la connecter avec les autres informations pertinentes. Aujourd'hui, je pense que c'est la vraie valeur ajoutée, en plus de la capacité des grands médias à diffuser largement, contrairement aux individus qui peuvent... Nala Bekralas, il nous reste à peu près 3 minutes 30. Une dernière question peut-être à nos invités. Comment faire la différence aujourd'hui? Quels conseils pouvez-vous donner aux citoyens pour qu'ils puissent faire aux journalistes, surtout moi, pour ma part, c'est aux journalistes. C'est-à-dire que la volonté de changement là ne suffit pas. Non, mais déjà, comme le disait Nala Bekralas, déjà l'utilisateur, comment faire la part des choses, séparer le bon grain de l'ivraie? Est-ce qu'il doit zapper, faire le tour? Vous savez, l'utilisateur, moi le premier, et moi y compris, je ne zappe pas, je clique, je lis, bon, j'accepte, je clique donc je suis. Oui, mais c'est ça, oui. Et voilà, tu as trouvé la formule. Je clique donc j'existe. C'est ça justement, c'est que dorénavant, enfin je veux dire, le citoyen algérien, jeune ou vieux, femme ou indé, il existe par ce clic. Consulter plusieurs sources d'informations. Consulter une ou plusieurs. Vous allez maintenant discuter avec n'importe quel... Non, pour ne pas tomber dans l'intox. Oui, mais c'est un problème de... Bon, maintenant, pour ne pas tomber dans la... Le seul moyen, je parle pas de l'éducation à l'école, la famille, mais c'est le problème, c'est une contre-information ou là une autre, c'est-à-dire au niveau des médias classiques, c'est une autre information. Une autre information plus vraie, plus exacte, plus rapide, et plus surtout. Ceci va profiter aux médias publics, d'après vous? Oui, mais bien sûr, ils sont en tête parce qu'ils se sont encore malgré tout, les plus puissants, ou là, qui ont le plus de moyens, le plus d'expérience. Les autres existent, certes, mais il y a beaucoup de difficultés, etc. Même la presse écrite, donc c'est vraiment... Et il y a un problème au niveau... Mais pour arriver à ça, il y a un problème d'organisation. Un problème de solidarité. Voilà, on va donner peut-être aussi la parole pour terminer à notre invité. Moi, je pense qu'il est très difficile de demander au grand public d'avoir une attitude, entre guillemets, professionnelle et académique par rapport à tout le flux d'informations qu'il reçoit. C'est vraiment très difficile de ne pas, entre guillemets, encore une fois, plonger lorsqu'on trouve une information. Voilà. Et parfois on partage une information pour justement en espérant avoir une confirmation ou le contraire. Parfois on la partage parce qu'on est stressé. Donc il y a beaucoup d'émotions dans le comportement des internautes. Il est très difficile de parer à ça. La solution, c'est de reconstruire la confiance. Et les médias et les journalistes qui peuvent justement agir dans ce contexte sont ceux qui ont la confiance de leur public. Très bien. Et si nous aussi, comme professionnels des médias, on a un conseil à donner, c'est aux utilisateurs: toujours chercher la source de l'information. Lorsque vous lisez une source
dans un journal, sur les réseaux sociaux, que vous la voyez à la télé, essayez toujours de chercher la source de l'information. C'est là que vous pourrez, et de la recouper. C'est là que vous pouvez vérifier la véracité de cette information. On remercie notre invité Hassan Jaballah, Belkacem Hassan Jaballah. Vous êtes professeur associé à l'école de journalisme. Merci de votre présence. On remercie également Amokran Mohamed Sherif, auteur et expert en communication, auteur du livre La communication démystifiée pour le manager algérien. Merci. Qui sera disponible durant le mois d'avril. Inch'Allah. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis merci surtout à Nala Bekralas, ma collègue et ma consoeur du service politique, d'avoir co-animé ce débat avec moi. Merci à Amin Segni d'avoir réalisé et programmé cette émission. Derrière le micro, c'était Najib Driss. Demain, pas de magazine pour cause de sport. Il y aura des matchs de football, donc le service sport prendra l'antenne pour vous faire vivre en direct ces rencontres-là. Nous, on se retrouvera mercredi prochain. Retour de l'information dans 2 minutes 30, le flash de 20h avec Karim Wali. Bonne fin de soirée, au revoir, à mercredi.